Alors Bertrand, je te propose d'attaquer le dernier chapitre euh, qui s'appelle Supplément, tout simplement. Là, on est au-delà des lettres. Au-delà, voilà. Et tu as voulu l'appeler Au-delà du delà. Oui, c'est encore un clin d'œil cinématographique. C'est une phrase que, comment il s'appelle, Nino Manfredi prononce dans un film de Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés. Le personnage est un peu paumé, il est en face de gens qui sont plus représentatifs que lui et plus cultivés que lui, et il s'en sort par cette formule. Voilà, c'est la formule d'un homme simple. Je suis au-delà du delà, j'adore. En tout cas, dans ce chapitre, c'est un peu le pêle-mêle, tout vient comme c'est venu. Tout vient comme c'est venu, voilà. Tout est dit pour être contesté. Alors, personnellement, je me suis souvenu d'un rêve où je rencontrais une femme qui s'investit dans les métiers d'art. Au réveil, une imagination active s'était déclenchée spontanément. Répondant à mes questions, cette femme m'enseignait, je la La chose cite, suivante. pour clore définitivement les mécanismes de nos passés, le coffre de notre histoire, il faut lâcher l'idéal de la psychanalyse, ce qui va résoudre à l'extérieur et à l'intérieur tous les conflits, et la guerre entre animus et anima. Ce qui, me disait-elle, t'ouvrira la porte à être soi, tout simplement, mais pleinement. Bon, c'est un très très beau rêve. Et puis ça confirme ce qu'on a déjà dit, à savoir que le savoir peut, dans certains cas, gêner la vie. Moi, je te propose ce rêve parce que je voulais qu'on parle de l'idéal de la psychanalyse. Bon, mais on va essayer. Mais alors, je ne me risquerai pas à le définir avec trop de précision. J'ai mes propres œillères, mes représentations. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'on appelle psychanalyse? C'est devenu un mot valise maintenant. Est-ce qu'on englobe dedans la psychologie analytique jungienne qui en diffère pourtant sous bien des aspects? Si l'on postule et si l'on vérifie l'autonomie de certaines strates de l'inconscient, l'intentionnalité de cet inconscient, on réintroduit la transcendance. Et de fait, on se situe quand même un peu à distance de l'orthodoxie initiale. Mais bref, je pense que les voies du salut n'ont pas à être balisées trop strictement. Et je m'efforce, comme Jung, d'atteindre la liberté dans le monde de mes pensées. En l'occurrence, cela m'impose de ne pas expulser l'irrationnel et, disons, de faire preuve parfois d'une certaine réserve ou d'une certaine imprécision. Au chapitre Mystère, rencontre dans le livre rouge, Jung relate le training qui lui est imposé par l'esprit des profondeurs. Il poursuit ses exercices d'assouplissement au contact de celui qui fait pour lui figure de maître intérieur, d'abord le prophète Élie. Et celui-ci l'engage à relativiser l'acte de penser, en prenant conscience que ses pensées ne dépendent pas forcément de lui, qu'il peut les travestir, qu'il peut les interdire, et surtout qu'il peut en déformer le contenu quand elles ne lui plaisent pas. On a des pensées qui viennent et puis on les arrange. Et on les arrange d'autant plus que comme Jung, on pourrait dire « Je croyais à l'ordre du monde et je détestais tout ce qui était sans ordre et sans forme. » Et le détachement d'une croyance que l'on peut maîtriser toutes les pensées qui nous viennent, et surtout la prise de conscience de la relativité des pensées, va permettre à Salomé, une figure d'anima, de se rapprocher de Jung,
qui écrit la chose suivante dans le livre rouge: « Lorsque je pris conscience de la liberté dans le monde de mes pensées, Salomé m'enlaça et ainsi je devins prophète. » Cela signifie d'abord qu'on laisse se développer ses pensées sans limiter leur profusion désordonnée, sans interrompre la créativité de l'inconscient, parce que l'inconscient, ce n'est pas seulement les rêves, mais on est traversé par des pensées, ça vient d'ailleurs souvent, sans interrompre la créativité de l'inconscient par des sélections ou des rationalisations hâtives. Cela permet de recevoir l'énergie du Dieu inconnu et le message de la nature pour ensuite en témoigner. Voilà une première réponse. Nous devons nous méfier de notre idéal de clarté, de notre talent architectonique, de notre indécrottable aptitude à forger des dogmes théorico-spirituels, qui d'ailleurs finissent par nous dresser les uns contre les autres. Et lâcher la psychanalyse, c'est probablement lâcher une certaine conception de celle-ci. Il me semble juste d'aider et d'encourager nos patients qui veulent tout comprendre ou tout changer à se mettre d'abord à l'écoute, à être comme des plaques sensibles, à observer et à accueillir ce qui vient d'ailleurs. Ça pense en nous, ça pense en eux, ça vit en eux. En termes savants, on dira que chacun de nous est un champ de manifestation et d'influence des archétypes. Champ de manifestation et que l'on subit l'influence des archétypes. On incitera donc ceux que nous accompagnons à tempérer leur maîtrise dans certains cas. Est-ce que les laisser parler, la libre association, ne vise pas un tel objectif ? Si, mais cette préconisation n'exempte malheureusement pas du bavardage. Alors que les rêves et leur interprétation, et j'ajouterai une attention méditative, sont la voie royale de l'inconscient. Ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier. Lâcher la psychanalyse, c'est pour nous être conscient de l'intérêt du raccordement onirique à l'inconscient, en tenant compte du caractère libertaire et créatif de cet inconscient. Même si c'est sous une forme brute, peu claire. Ce n'est pas toujours sous une forme pure, je le sais. L'inconscient peut transgresser toutes les défenses, toutes les théories, tous les diagnostics et toutes les leçons cliniques. Peut. Ça ne veut pas dire qu'il le fait systématiquement. L'inconscient il peut également nous aider à faire des diagnostics et à confirmer nos théories du développement et nos hypothèses théorico-cliniques. Donc tous les matériaux n'ont pas cette vertu ou cette dignité, mais cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le dit, cette transgression. Bref, si l'on n'arraisonne pas l'inconscient, il vit et il opère. Oui, c'est important ce que tu dis. Revenons à mon rêve. Ce qui va résoudre à l'extérieur et à l'intérieur tous les conflits. Oui, ça, ce serait d'une naïveté insondable si l'on pensait y parvenir rapidement. C'est l'objectif du zéro défaut, de l'absence de frottement entre les êtres, c'est l'attente de l'intercession du bon Dieu. Bon, cela dit, même si on ne peut pas esquiver la croix de nos contradictions et de nos oppositions internes, avant de parvenir à la résurrection, celle-ci peut advenir. À la place de résurrection, tu peux mettre guérison si tu veux être plus soft. Donc, non seulement la psychanalyse ne va pas résoudre tous les conflits, mais elle va en dévoiler de nouveaux et nous engager dans une guerre. Guerre qui est le père et la mère de toutes choses. Bon,
moi, de mon côté, je ne dirais pas qu'il y ait plus de guerre après qu'avant l'individuation, mais je veux revenir sur ton expression euh, quand tu dis que cela va créer de nouveaux conflits. Oui, où cela va rendre sensibles de nouveaux conflits ou des conflits séculaires. Oui. La qualité de la psychanalyse n'est-elle pas mesurée avant tout par un changement de posture qui nous fait passer de conflits prenant source dans le passé aux conflits véhiculés par le réel ou face au réel? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Une psychanalyse de qualité qui nous permet d'accepter la brûlure du réel. Alors, quels sont les conflits séculaires et fondamentaux qui nous affectent le plus? En Occident, on peut mettre en avant celui qui oppose l'instinct et l'esprit. Et même le jour où vous avez travaillé tous vos complexes familiaux, vous savez quelle est votre place, vous parlez en première personne, etc., il reste ce conflit, parce qu'il est profond. Conflit entre la matière et l'esprit, qui a justifié d'ailleurs les recherches des philosophes alchimistes. Jung écrit quelque chose d'étrange dans Psychologie et Alchimie, étrange pour notre manière habituelle de penser. Il dit « ce n'est pas l'homme qui doit être racheté, c'est la matière ». On en a déjà parlé dans les lettres précédentes. Mais il faut redonner une dignité à la matière. Considérer que la matière est tout aussi spirituelle que ce qu'on appelle l'esprit. Mais sinon, la psychanalyse ou les psychanalyses ou la psychologie analytique, rendent conscient le conflit entre les opposés. Et ce conflit persiste même quand nos instincts fonctionnent convenablement. Parce que la tension entre les opposés est une condition même de la vie, et de l'accès à une autre conscience. Et qu'en est-il d'une possible finalité de la guerre entre Animus et Anima? Alors, ce qui oppose avec le plus de virulence Animus et Anima, c'est la volonté d'avoir raison. Conflit de pouvoir, conflit de légitimation. Ce conflit se fortifie des devoirs de mémoire, dresse les femmes contre les hommes et réciproquement, jusqu'à faire oublier aux seconds qui désormais tentent de l'amoindrir ou de la relativiser leur immaturité sexuelle, jusqu'à inciter les premières à nier la complémentarité entre les gens et leur vocation charnelle. Bref, chacun de nous peut très simplement faire l'expérience de cette ligne de front meurtrière dans une relation de couple. Cela donne beaucoup de temps perdu. Animus et Anima sont des lignes de force, des archétypes, des dynamiques qui ont leurs bons et leurs mauvais côtés, et ils appellent un positionnement qui consiste à ne pas se confondre avec eux, on l'a déjà dit. On peut espérer que l'identification par chacun de son nombre relativise l'intérêt du conflit ou en atténue les conséquences. Donc, la finalité de la guerre, c'est probablement la prise en compte de l'altérité et l'accès à une plus grande liberté par rapport à ce qui détermine chacun. On pourrait dire, en s'inspirant du livre rouge, qu'il s'agit pour l'homme de se distinguer de ses dieux et de ses démons. Et Animus et Anima, ça fonctionne comme des dieux et des démons. Voilà. La guerre des sexes et la concurrence entre eux ne présentent un intérêt crucial pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans cette lutte titanesque que l'on doit mener pour ne plus être les esprits servants des archétypes. On va changer un peu de thématique.
je voudrais toujours te parler de la psychanalyse. D'ailleurs, c'est un drôle de métier. Je souhaiterais que l'on se concentre sur la façon dont le thérapeute envisage l'accompagnement, sur ce qu'il s'astreint à être, c'est-à-dire sur sa persona. Je voudrais qu'on parle de la persona du thérapeute. Cela donne souvent une posture assez exagérée, assez mentalisée, dont on peut se demander si, tout du moins en début de pratique, elle ne vient pas masquer ses propres mécanismes de défense. Tu veux dire que le psychanalyste exagère sa position haute? Alors, il l'est naturellement en position haute, mais ça peut être exagéré, effectivement. En principe, les analystes sont longuement formés à la relation. Ils ont appris à prendre du recul par rapport à leur contre-transfert. Mais on peut effectivement envisager ton hypothèse. C'est vrai qu'en début de pratique, certains s'agrippent un peu trop au cadre et à une définition protocolaire. Je dirais, à propos des mécanismes de défense, que les thérapeutes, nous sommes plus ou moins typés. Certains sont confrontants, d'autres sont plus empathiques, il y a des extravertis, il y a les introvertis. Je dirais aussi qu'on peut valider la pertinence d'un dispositif strict, par exemple d'un dispositif d'abstinence, où le thérapeute intervient très peu, et on peut aussi l'interroger et dire que ce que les gens viennent chercher, c'est de la relation. La relation psychanalytique est très inégalitaire. Une telle distorsion a été interrogée d'abord par Ferenczi, puis par des gens comme Otto Gross, puis à Palo Alto, mais cette inégalité est une condition de manœuvre indispensable. De toute façon, toutes les relations duelles sont inégalitaires. Si l'on estime qu'un dispositif d'abstinence, donc, à la limite de l'inhumanité, le thérapeute qui joue avec son crayon et puis qui ne dit pas un mot pendant 1 heure, est excessif et qu'il ne fonctionne, ce dispositif, qu'avec des analysants qui ne sont pas trop carencés, il n'empêche qu'une distance que l'on peut juger artificielle ou rituelle est nécessaire. L'analyse n'est pas un cocooning ni une merveilleuse expérience de contact. La pratique de la psychanalyse est effectivement un drôle de métier dans la mesure où les moyens utilisés, comme le but poursuivi, contestent en fait la toute-puissance de l'analyse. De l'analyste, pardon, pas de l'analyse, de l'analyste. On pourrait insister sur le fait que celui-ci a un devoir de discrétion. Mais il serait plus juste d'espérer que le travail sur lui-même qu'il a effectué avec un ou avec une aînée l'aura rendu, sinon transparent, du moins conducteur, au sens où il devient capable, sans le vouloir, d'appeler sur l'autre l'énergie du vivant. Pour être un analyste, il faudrait être un singe, je crois que c'est Lacan qui a dit ça. L'énergie du vivant, elle se transfère. C'est cela qui justifie, à mon sens, la réserve de l'analyste. Il ne faut pas perturber ce transfert. Il se fait. D'autant que l'analyste ne sait pas, il n'a pas la clé. Il est censé savoir, on sait, mais il ne sait pas. On pourrait d'ailleurs tout aussi bien penser le contraire, qu'il serait préférable que le thérapeute fasse preuve de moins de discrétion, qu'il lâche le fameux dispositif d'abstinence, qu'il s'engage plus chaleureusement, qu'il tâtonne à visage découvert, sans se draper dans une persona quelconque de vieux sage ou de mère supérieure. Ce que tu dis me
donne envie de parler à nouveau de l'idéal de la psychanalyse. L'idéal d'une psychanalyse réussie peut prendre la place de l'idéal de l'enfant qui demande encore et encore. Mais au-delà de ça, en quoi la psychanalyse peut-elle nous faire rester des enfants pris dans un idéal? Et comment le livre rouge peut nous éclairer sur cette question? Les enfants pris dans un idéal d'avoir un bon papa ou une bonne maman, c'est ça? Bon, des enfants pris dans un idéal que ça va tout changer, ça va résoudre tous leurs problèmes. Bon. Alors, c'est vrai que la psychanalyse, en tout cas dans un premier temps, peut venir activer nos complexes. Mais c'est bien, en principe, pour que ceci soit travaillé. Il faut accepter que le transfert s'établisse, que certains accrochages un peu fastidieux, parce qu'ils sont des reproductions plus ou moins infantiles, se mettent en place. Que les choses soient ou non exprimées par le thérapeute. Que certaines de ces interventions fassent mouche ou non. La théorie psychanalytique sur laquelle, entre autres, elle s'appuie, ces interventions, ne devrait pas conduire à surinterpréter. Sinon, on est le thérapeute idéal. Enfin, apparemment. Elle ne devrait pas non plus l'empêcher de douter fortement des hypothèses plus ou moins intuitives que l'on propose. Comme tu le suggères, une théorie solide risque de faire de nous des parents tout-puissants et de produire des enfants qui sont beaucoup trop reconnaissants envers leurs parents. Des enfants doués, intellectuellement, voire même physiquement, des enfants cliniquement avertis, mais tout de même des enfants qui peuvent rester pris dans un désir qui n'est pas le leur. Cela étant, il faut bien commencer par quelque chose. On passe toujours par le désir des autres, au début. Sans oublier que ce que vient chercher un patient en analyse, ce n'est pas de la rectitude théorique, ce n'est pas seulement d'être en face d'un miroir, ce n'est pas seulement une vérité objective. C'est aussi la rencontre d'une personne, d'un être, d'un irrationnel éventuellement, d'un feu qui va réjouir le feu, comme disaient les alchimistes. Un autre danger de l'utilisation de l'outil psychanalytique est qu'il puisse nous inciter à croire que l'on a atteint une espèce de vérité. Que pourrais-tu dire encore du danger aujourd'hui de la théorie et de son positionnement en tant que savoir au sein du thérapeute? Alors, pour participer à la contestation de cette prétention psychanalytique, je vais prendre appui à ce qu'on peut lire dans le livre rouge. Dans l'annexe B, à la fin du livre, Jung doute fortement que la possession de la seule puissance spirituelle et de la prééminence intellectuelle qui peut en découler soit l'alpha et l'oméga. Au cours de ces visions, son moi n'a pas pu se livrer à l'éros aveugle de Salomé, on l'a vu tout à l'heure. Il s'est par contre approprié le serpent du pouvoir d'Élie, ce qui va le conduire à dire, je cite, « Il est presque inévitable qu'une si grande perte que celle de l'éros pousse l'homme à rechercher une compensation dans le domaine de la puissance. » Là où finit l'éros, commence la volonté de puissance. Contestation de la psychanalyse, c'est pas nouveau. Je simplifierai les termes du débat de manière plutôt jungienne en soulignant que ce qui constitue peut-être le vice initial de la psychanalyse, c'est sa prétention scientifique et sa révérence à un courant philosophique
ambition louable peut-être, mais qui n'a pas empêché la psychanalyse de procéder à un certain réductionnisme dans la définition de l'inconscient. Eros et Logos sont deux archétypes, l'un du sens, l'autre de l'union, l'un de la discrimination, l'autre de la vie, qui devrait affecter à part égale toute pensée, toute croyance et toute expression de la vie. Il est vraisemblable que le logos a été un peu trop privilégié dans la culture occidentale. Dans notre fonction thérapeutique, les deux ont évidemment leur place et on peut espérer qu'ils ne se combattent pas. Dans l'annexe B du livre rouge, toujours, et cela commente ton rêve initial qui a déclenché cet abécédaire, celui d'il y a 3 ans. On peut lire le passage merveilleux suivant. La couleur rouge symbolise l'éros qui ne donne certes pas de lumière radieuse, mais qui fournit au moins la possibilité de reconnaître quelque chose quand le logos l'y aide. Il a déjà été dit que la relation analytique était une histoire d'amour. On va dire au sens large, amour de la nature. J'aimerais aussi te dire que l'outil psychanalytique colle parfois trop aux mains et au cœur de celui ou de celle qui s'y est soumis pour s'en sortir et pour devenir un sujet. Oui, le sentiment de savoir comment dépasser les difficultés peut couper le thérapeute de ceux qui restent, ou l'homme ou la femme, de ceux qui restent, selon lui, selon elle, plongés dans l'inconscience. Alors ça c'est particulièrement vrai lorsque le ou la thérapeute vit avec un conjoint ou une conjointe qui ne s'est pas entièrement livré encore à l'exploration et à l'influence de l'inconscient. Ça crée un décalage, ça peut donner un sentiment de supériorité, indu d'ailleurs, ça peut mettre le thérapeute en position trop haute dans sa propre relation de couple. Certes. Et dans ce cas, la persona du psychanalyste est et reste une dernière barrière à franchir, un idéal à faire tomber pour atteindre une virginité face à l'autre. Ne doit-on pas insister sur le fait que l'usage juste de la psychanalyse est strictement professionnel et que l'analyste doit mourir en fermant la porte de son cabinet? Oui, ce serait bien. La persistance de la persona professionnelle dans la vie privée prouverait qu'il n'a pas assez travaillé. Ou qu'il n'y a rien d'autre. En principe, au cours d'une analyse, on a réalisé qu'on n'est pas meilleur ou qu'on n'a pas été meilleur que les autres. Cela doit tempérer nos ardeurs, notre impatience, notre souci de vouloir convaincre l'autre. Cela dit, dans sa propre relation de couple, le thérapeute parfois est poussé dans ses retranchements et peut s'abriter sous sa théorie de manière défensive. Il veut vouloir imposer son point de vue, asséner ses vérités pour régler le problème définitivement. Ça ne marche pas. Généralement, si on s'appuie sur une théorie, ça suscite des résistances. C'est bien normal. Et je songe aussi à tous les thérapeutes qui se passionnent pour mille et une techniques encore à découvrir, pour décrypter les caractères, inventorier les âmes, bref, en actionner tous les ressorts.
Alors, on relira l'Épître aux Corinthiens, d'une part, et cette boulimie, d'autre part, dénote un état d'instabilité mentale. Et puis, même si on doit rester ouvert, il est préférable de bien faire ce qu'on sait déjà bien faire. Il y a une différence, me semble-t-il, entre perfectionner des outils analytiques à l'infini et reconnaître que le seul outil, c'est nous. Oui, d'ailleurs, c'est ce que disait Jung. Il disait, ma méthode, c'est moi. Cela ne signifie pas qu'on ignore une leçon clinique, théorie, etc. Mais ça signifie que le moyen juste, comme disent les Chinois, le moyen juste dans les mains de l'homme de travers agit de travers. Il importe donc toujours de commencer par sa propre personne, au lieu de perfectionner des outils analytiques. À l'infini, on doit se purifier, s'alléger. J'aimerais revenir sur le fait que la psychanalyse est un drôle de métier et mentionner une anecdote. Je suis allé récemment faire une petite vidange express de ma moto chez un ami garagiste. Il était en retard. J'ai dû voguer dans son quartier, dans le quartier de son petit atelier. J'ai découvert que son voisin avait beaucoup de plaques de marbre devant chez lui. J'ai questionné mon ami à ce propos quand il est arrivé. Il m'a précisé que ce voisin venait de prendre sa retraite et qu'il avait été marbrier funéraire toute sa vie. Il a rajouté en rigolant que c'était étrange car cet homme parlait de ce métier proche de la mort avec beaucoup de détachement et de simplicité. Je pensais en moi-même qu'en tant que psychanalyste, j'avais souvent ressenti que je faisais également un drôle de métier. Oui, drôle de métier pour un homme moderne que d'être le réceptacle d'une inspiration qui vient d'ailleurs. Drôle de métier que de voguer dans le monde des esprits. Drôle de métier que d'accompagner son patient dans le monde des morts. Et de poursuivre avec lui l'examen de problèmes non résolus par les générations précédentes. Drôle de métier que de participer à la mise à mort de son ego. Drôle de métier aussi parce que la relation thérapeutique est un véhicule. Elle s'efforce de favoriser le salut. On peut dire que l'analyste est un agent de transmission de la vie, pas de sa vie propre, mais de ce qui sous-tend toute vie. Et ne pas oublier que cela se fait aussi par l'opération du Saint-Esprit. Comment ça fonctionne, on ne le sait pas exactement. Si le thérapeute est ajusté, ça marche. Parfois, il croit tout comprendre et ça ne marche pas. C'est cela qui est drôle. Et pour tous, qu'est-ce qui doit mourir? Quelle pierre tombale doit remplacer le divan? On couche toujours avec des morts. Sans l'émergence de l'inconscient collectif, tout peut n'être que bavardage et réassurance. L'inconscient, c'est le monde des morts, tant celui des démons qui thésaurisent nos névroses que celui des esprits salvateurs qui peuvent nous aider à les dissoudre. C'était aussi un drôle de métier dans le rapport à la souffrance. Alors oui, dans la mesure où la souffrance et l'aspiration au salut du patient sont la justification et constituent l'objet de la psychanalyse, et que cette dernière ne cherche pas à en dispenser le patient. Elle va considérer la souffrance plutôt comme une provocation à la lucidité. Bref, la psychanalyse n'est pas un antidouleur, c'est un traitement de fond. On soumet les névroses au rayon de l'inconscient. On entend d'ailleurs beaucoup trop dire, que la psychothérapie, c'est l'accompagnement de la souffrance. Et la psychanalyse, qui est une variété de la psychothérapie, n'échappe pas toujours à cette dérive et à cette nécessité compassionnelle. Pour ma part, je préférerais rappeler
qu'elle est une école de responsabilité. Et que la souffrance, si on l'accepte et si on la supporte, donne accès aux zones d'ombre qui doivent être éclairées. Là encore, les rêves sont une mine précieuse. Il y a dans mon livre, le livre rouge, Révolution thérapeutique et spirituelle, un chapitre que j'ai intitulé « La cruauté du divin et la position de l'analyste ». Je commente certains passages très problématiques du livre rouge, extraits des chapitres 2 et 3 des épreuves. Jung, dans ces passages-là, règle son compte à l'altruisme chrétien, à l'excès d'altruisme chrétien. Chacun de nous doit pouvoir se porter lui-même au lieu de vouloir porter les autres, dit-il. Comment chacun peut-il porter la charge de l'autre alors que la plus haute exigence que l'on peut attendre d'un être humain, c'est qu'il porte au moins sa propre charge. Et puis, à propos de la souffrance, il laisse en suspens la grandeur et le tragique du destin de l'homme, en rappelant une vérité antique. Il y a un dessein divin et un dessein humain. Les deux se contrarient chez les gens stupides et au milieu de la divinité. C'est un peu raide. Mais il n'empêche que à certains moments, il faut mettre un frein à la subjectivité du patient. Ou souligner que l'inconscient lui-même met un frein à sa subjectivité. Bon, cela étant, là, je ne parle pas du tout de la souffrance physique, qui, elle, appelle d'autres interventions, mais beaucoup plus de la souffrance morale. Lors de nos entretiens, j'ai beaucoup parlé du livre rouge, de l'état d'esprit alchimique, de ce qui advient après que l'on a bien assumé tout ce qui est dévoilé par l'inconscient. Je reste toutefois conscient que cette promesse, pour se réaliser, cette promesse de la couleur rouge, demande de la part de l'analysant une ferme résolution, de la part du thérapeute tout de même une bienveillance certaine. Si l'on me demandait quelle est ma propre définition de la psychanalyse, je répondrais, et cela va être notre point final, qu'elle consiste en la transformation du plomb de la souffrance en or d'une nouvelle conscience. Voilà. J'ai quand même pour toi une ultime et dernière question. Diable. Est-ce que le propos du livre rouge te semble spécifiquement jungien par rapport aux voies psychanalytiques freudiennes et lacaniennes ? Alors, on pourra toujours trouver des similitudes entre les spéculations des uns et des autres si l'on ne s'arrête pas au terme de leurs différentes langues vernaculaires. Bon, il y a des gens qui se sont livrés à ce genre de rapprochement, notamment Michel Cazenave, paix à son âme. La question me semble plutôt, et d'autres qui ont fait des rapprochements sans le dire. Bon, la question me semble plutôt quelle peut être la portée du livre pour tout chercheur de bonne volonté. Je dirais d'abord que le livre ne peut pas faire partie du corpus d'une psychanalyse qui centrerait son propos et ses interventions sur les relations intrafamiliales. Je dirais aussi qu'il ne va pas être d'un intérêt immédiat pour ceux qui attachent beaucoup d'importance, et ils ont raison, à l'influence dans la psyché de leurs patients des deux archétypes fondamentaux que sont le père et la mère. Je dis bien un intérêt immédiat. Par contre, si on le médite beaucoup, on n'y arrive pas. Je dirais enfin qu'il risque de décevoir ceux qui visent une maîtrise rationnelle et qui ne considèrent la psychanalyse que comme un exercice de lucidité. Je dirais également qu'il va dérouter ceux qui tendent vers un idéal et qu'il va heurter ceux dont les croyances sont teintées par cet idéal. Le livre rouge constitue une mise en garde contre l'emprise de ce qui nous détermine et nous dépasse. Dieux et démons, archétypes et complexes profondément enracinés, lois fondamentales
de la parole et du langage, force d'entropie et de négantropie, etc., etc., etc. Il n'est pas un ouvrage de psychopathologie, mais un traité pratique pour nous situer et négocier avec tout ce qui nous dépasse. Il s'apparente donc davantage à une voie dite spirituelle. Il définit une ascèse qui, tout en se rattachant à des traditions préalables, n'en est pas moins originale. Il ouvre la voie à une définition beaucoup plus ouverte de l'être humain, et la recherche de l'entièreté qu'il soutient peut conduire à une appréhension moins étriquée et plus réaliste des genres. Il fortifiera ceux qui aspirent à conjuguer un objectif d'équilibre et de maîtrise avec l'inspiration, la prise en compte d'une aspiration qui peut contredire cet objectif. Et surtout, il leur montrera ce par quoi il faut passer pour mieux supporter la tension entre ces deux désirs. Le livre rouge, enfin, souligne autant qu'il est possible la vertu essentielle pour quiconque s'engage dans une analyse ou dans une psychothérapie, à savoir l'humilité, et celle qui est requise de la part du thérapeute, soit une ouverture aussi audacieuse et lucide qu'elle s'appuie sur une culture étendue. Voilà. Merci Bertrand.